Le tutoiement, le vouvoiement, c'est quelque chose qui a un rôle particulier, qu'on utilise de moins en moins. On se tutoie de plus en plus facilement, et ça fait un premier contact, ça fait un premier échange, sauf que ça réduit la distance. Alors c'est très positif parce que ça réduit la distance, mais quand on est dans les premiers temps d'accompagnement d'un nouveau collaborateur et cetera, ben, parfois la distance, c'est bien de la garder un petit peu et aujourd'hui, on a perdu cette habitude. Je suis pas contre le tutoiement, hein. Alors moi, je le fais volontairement pour créer du lien parce que voilà, on va passer 2 jours et cetera, mais dans un démarrage, je préconise énormément les premiers temps de garder le vouvoiement. Surtout encore plus maintenant, parce que ça crée un peu un froid. Alors c'est pas top, hein, il se prend pour qui? Pourquoi il veut que je le vouvoie? Mais ça crée une distance qui permet à l'autre de se rappeler pourquoi il est là, qu'il est en période de démarrage et cetera, de faire les efforts. Et personnellement, ça c'est un truc que je vous donne, quand j'ai fini la période de formation, la personne a gagné le droit de me tutoyer. C'est très con, mais psychologiquement, ça marque une différence. Et ça marque une différence parce qu'avant, tu es nouveau, donc on se voit, je te forme, je t'explique des choses et cetera, et à partir du moment où j'ai basculé, ben, on se tutoie, tu fais partie du reste de l'équipe comme tout le monde, donc j'attends la même chose de toi que des autres. Et psychologiquement, ça aide l'autre aussi à faire le switch. Parce qu'on a beaucoup de gens qui, sont des débutants permanents. C'est le dernier qui est arrivé, donc c'est le dernier, il a le droit de pas savoir. Bah si, au bout de 6 mois, tu es censé savoir comme les autres quand même à un moment. Donc je m'appelle Damien, c'est l'essentiel. Je suis consultant depuis 25 ans maintenant. Consultant, formateur et je vais dire mentor. Un consultant, alors c'est le terme qui était très à la mode il y a une vingtaine d'années, c'est de donner du conseil. Alors, conseil, c'est très bien, celui qui donne les conseils, c'est pas celui qui fait, donc c'est facile. Formateur, parce que j'ai fait beaucoup de formations. Et puis je précise mentor parce que, la différence entre un formateur et un mentor, c'est la position du stagiaire. Pour un formateur, le stagiaire s'adapte au formateur. J'ai un programme, j'ai 60 slides, je vous déroule le slide. Vous avez une question? Ça tombe très bien, on en parlera demain après-midi. Non, moi si je pose une question, c'est maintenant. Et donc moi je me positionne comme mentor parce que ce qui est prioritaire pour moi, ce sont vos questions. Si je ne déroule pas mon contenu parce que vous avez plein de questions pendant ces 2 jours, ce sera parfait. Parce que j'aurais plutôt répondu à des situations qui vous parlent, qui vous connaissez. À moi de rebondir, à moi de revenir, à moi de vous montrer des slides, c'est pas un souci. Mais plutôt que de dire on a un point 1, un 1A, un B, un D, et on déroulera, non, on fait en fonction de vous. Donc encore une fois, plus vous intervenez, mieux ce sera. Pour mon parcours, alors j'ai 50, je vais avoir 54 ans en septembre. J'ai été formateur donc depuis très longtemps. L'anecdote, c'est que j'ai été, formateur parce que je travaillais à Decathlon et qu'un cabinet de conseil est intervenu chez Decathlon quand j'étais étudiant. Je finissais mes études et j'ai adoré leur discours. Tellement adoré, je suis allé les voir: «Alors, comment on fait pour devenir consultant?» Je devais avoir 26 ans, 27 ans. Ils m'ont regardé, «Bah, écoute, c'est compliqué, mais voilà comment on fait», et en fait, ils faisaient des sessions de recrutement, en commun. Il m'a dit: «Voilà, on fait des sessions, renseigne-toi, tiens-toi au courant», et moi, donc à partir de là, je les ai appelés toutes les semaines. Ouais, je pense que j'aurais des problèmes aujourd'hui, mais sur le moment, ils ont bien aimé. Donc je les ai appelés pratiquement toutes les semaines et au bout de quelques mois, ils ont dit: «Bon voilà, on fait une session, on t'invite». Alors j'aime bien cette anecdote. Je suis arrivé, j'étais le seul avec une de roupie. Tous les autres, costume noir, cravate et cetera, donc moi complètement à côté de la plaque. J'avais un gars qui avait vendu sa société aux États-Unis et qui voulait revenir en France. J'avais 2 gars qui sortaient de grandes écoles. J'avais un DG, qui en avait marre de traverser le monde et cetera, donc on était 5 et il y avait moi. Ils m'ont gardé, donc j'étais très fier sur ce coup-là. 2 années très intéressantes, j'ai appris plein de choses. Sauf qu'à 27-28 ans, j'avais pas du tout la pratique derrière. Donc quand j'ai commencé à faire des formations, j'avais des gens de 35-40 ans et plus à qui j'expliquais pourquoi ils avaient tort et ma théorie, elle tenait pas la route avec leur pratique, en fait. Elle me disait: «C'est bien beau ce que tu dis, mais», et j'étais un petit peu sec. Donc j'ai quitté. J'ai été employé, j'ai été employeur, j'ai été franchisé, j'ai été franchiseur. J'ai travaillé à l'international entre-temps. Le J'ai monté une société d'import-export d'alcool, basée en Allemagne. Putain, ça, c'est on va retenir ça. Je parle pas allemand, je bois pas d'alcool. On fait les deux. Enfin, mes associés ont bien compensé. Mes associés ont bien compensé. Ça fait partie des expériences. J'ai pu faire un peu d'international comme ça. Là où ils travaillaient beaucoup sur l'Allemagne, moi je m'occupais des pays anglo-saxons. Donc super expérience, très intéressante. À côté de ça, alors beaucoup dans le service principalement, et pendant tout ce temps-là, en parallèle, régulièrement on venait me chercher pour des formations parce que j'en faisais encore un petit peu, parce que je faisais du conseil et j'adorais ça.
Alors je le faisais en pointe, par-ci, par-là, ça me plaisait. Et puis maintenant, depuis 8 ans, je fais plus que ça. J'ai utilisé toute mon expérience. Et donc c'est un mix entre ce que j'ai lu dans les livres, j'ai lu beaucoup de bouquins, je me renseigne encore beaucoup, YouTube est une super source d'informations. Et je mixe entre ce que j'ai appris sur le terrain et puis, ce que j'ai appris dans la théorie. Et j'applique ce que j'ai appris dans les bouquins et je sais ce qui a marché, pas marché. Aujourd'hui, je prends plaisir à partager ça. En à côté, j'ai monté le club de foot américain de Strasbourg, il y a 30 ans maintenant. J'ai joué au foot américain pendant plus de 20 ans, ça a été ma grande passion. Violent, ça. C'est brutal, je suis brutal. Mais j'ai adoré, j'ai adoré. J'ai été président du club pendant plusieurs années, j'ai été président de la ligue, j'ai été membre du comité directeur de la fédé. Donc ça, juste pour dire que j'ai appris plein de choses dans l'associatif, très, très intéressant. Et souvent d'ailleurs, j'aime à dire que tout dirigeant devrait faire de l'associatif au moins un moment dans sa vie. Quand on sait motiver des gens à se lever à 5 heures, c'est un dimanche matin, pour venir prendre le bus à 7 heures, faire 4-5 heures de route, se taper dessus dans la boue pendant 4 heures, reprendre le bus et le payer. C'est toi qui payes le bus. Et avoir des gens qui encadrent et à qui tu donnes envie de venir encadrer, qui donnent de leur temps, etc., etc., ben, tu crées un lien qui n'est pas un lien hiérarchique, où tu te contentes de dire, écoute, c'est moi qui décide, c'est pas content, c'est pareil. Donc on est obligé d'entrer dans une relation différente et qui est une relation plus proche de tout ce qu'on va se raconter aujourd'hui. Parce qu'on va voir que le management, comme je le racontais il y a 25 ans, comme je le raconterais il y a 6-7 ans, comme je le raconte aujourd'hui, ça a changé. Et probablement que je vais faire évoluer beaucoup mon discours dans les 2 prochaines années. Le rapport humain en général, il a évolué. Le rapport au travail, il a évolué. On parle beaucoup de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. C'est quoi cet équilibre? Et le curseur, la volonté de l'équilibre vie privée, vie pro a toujours été là. Mais le curseur, il s'est déplacé. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, on pourra parler de ça aussi. J'ai monté la première salle de CrossFit en Alsace. Donc ça, c'est quand j'ai arrêté le foot américain. Je me suis mis au CrossFit. Faut être aussi débile que jouer au foot américain. En fait, ce qui me plaisait bien, c'est qu'au foot américain, à un moment, quand on a une journée bien remplie, la tête bien pleine et qu'on a encore 3 mails qui attendent, etc., on va à l'entraînement déjà parce que c'est le jour et c'est l'heure. Ça, c'est très intéressant, très utile. Quand on va à la salle de sport, on y va quand on veut. Donc quand on veut, c'est demain. Enfin, ce week-end. Enfin, je commencerai le mois prochain. Et puis, voilà. Comme les chaussures qu'on a achetées pour aller courir. Là, il y a 2 entraînements par semaine. Les copains ont besoin de nous. Ça m'a beaucoup aidé à me discipliner par rapport à ça. Et puis à un moment, quand on a plein de trucs en tête, puis que le mec en face, il n'en a pas du tout, et qu'il vous a défoncé la tête 1 fois, 2 fois, 5 fois, ok, maintenant on oublie les problèmes et on se concentre sur ce qu'on fait. Et ça fait un bien fou, parce qu'on se vide la tête. Et le mail que j'arrivais pas à finir en 2 heures, quand je rentrais à la maison, que j'ai pris ma douche, il est traité en 5 minutes. Ça, c'est très important aussi, quoi. Après réflexion, next. Après réflexion, oups. Donc ça m'a quand même fait beaucoup de bien. Et quand j'ai arrêté le foot américain, je continuais à la muscu, je continuais à faire du sport, mais c'était pas pareil. Tu vas à la muscu, tu fais une série, entre 2 séries, tu te fais tes SMS, c'est pas du tout ça. Et le CrossFit a cet avantage, c'est qu'à un moment, tu es concentré sur 2 choses, faire une répétition de plus et pas mourir. Et de fait, ça t'aide à bien concentrer sur ce que tu fais. Et ça fait beaucoup de bien à l'esprit. Si vous regardez alors avant quand on allait sur internet et qu'on tapait mon nom, on trouvait beaucoup de vidéos de France 3, que j'ai des chroniqueurs pour France 3 Alsace sur le management, sur la relation humaine. Alors maintenant, avec ce que j'ai posté sur les réseaux, c'est un petit peu plus loin en bas, voilà. Mais vous risquez de le voir aussi. Je crois que j'ai à peu près tout pour les activités pro-perso. On parle des générations Z et je compare beaucoup. Je parlerai un peu du management selon les États-Unis et les Américains. Ils ont aussi des problématiques avec les jeunes Z aussi, parce qu'il y a cette mondialisation dans le style. À quoi tu penses? Juste une phrase qui me dit justement avec les jeunes qu'on a récemment là, Ouais. en a primaire, on nous avait dit, et c'est pas à eux de s'adapter à nous, c'est à nous de nous adapter à eux. Ouais. Il y a du vrai. Il y a du vrai. Ouais, il y a du vrai. Je vais être obligé d'être d'accord avec ça. Je vais te dire pourquoi. Alors, ouais. Personne n'a la vérité, personne n'a la solution, personne n'est tout à fait juste. Ça se saurait. Et moi non plus. Moi, je vais vous donner mon avis sur plein de choses. Pourquoi il faut s'adapter à eux? Parce que le nombre a toujours raison. Ils vont être de plus en plus nombreux, mathématiquement parlant. Les jeunes montent toujours. Je fais partie de la génération qui a fait disparaître la cravate.
quand j'ai commencé à travailler. Costume. Ouais, parce que, alors, franchement, j'ai fait un effort pour vous aujourd'hui. Mais c'est un point. Alors, mais pareil, enfin, oui, il y a une vraie évolution. Je vais revenir étape par étape. Quand j'ai commencé, alors pour aller vraiment au fond, quand j'ai commencé, comme j'avais moins de 30 ans et qu'il fallait que je sois crédible, j'étais parmi ceux qui avaient l'obligation de travailler en costume 3 pièces. Parce qu'il y a 25 ans, un consultant, ça avait une certaine image, qui s'est bien calmée aussi, mais il y avait une certaine image, c'était payé très très cher, donc il fallait en avoir pour son argent. Donc moi j'avais l'obligation. Si on disait on vous envoie un gars, il est vachement bien, hein, mais il a 28 ans, il y a plus d'une entreprise avec qui on bossait, des grands groupes qui auraient dit non, je veux votre senior, je veux votre patron. Donc moi je venais en costume 3 pièces, j'avais une fausse alliance et des fausses lunettes. Et j'étais plus rasé. Et donc cravate, etc. Et la cravate a disparu, et aujourd'hui d'ailleurs la cravate a disparu partout. Un de mes autres gros clients, c'est une banque. Il n'y a que dans les bureaux du haut où il y a des gens qui ont une cravate. Ça disparaît de plus en plus, même les notaires en mettent plus ou quoi que ce soit. Et c'est pas les gens en place qui ont dit écoutez, on va arrêter de mettre des cravates, ça sert à rien. C'est les jeunes qui ont dit non, on va arrêter de le faire. Et c'est la pression de ceux qui sont venus qui ont fait ça. Quand je suis arrivé dans le cabinet de conseil, j'étais un des premiers avec un ordinateur portable. À l'époque, vraiment, je vais parler comme un vieux, mais à l'époque, on n'avait pas d'écran et PowerPoint, on avait des slides, donc on avait des transparents, et puis on posait les transparents sur le rétroprojecteur. Voilà. Et en fin de journée, quand le programme n'était pas complètement adapté à la situation, le client, ce qu'on avait découvert dans la journée, on écrivait au bureau, alors par fax, en corrigeant des trucs sur une feuille, et on avait un pool d'assistantes qui passaient une partie de la soirée à corriger des slides, à les renvoyer par fax, pour que l'hôtel nous imprime sur des transparents, pour que le lendemain, on puisse faire la suite. Donc on avait le premier jour des trucs en couleur, et le lendemain, on avait des trucs en noir et blanc. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, bah non, c'est pas la peine, moi j'ai un ordinateur, il y a ce qu'on appelait des barcodes, des possibilités de projeter sur des écrans, etc. Et puis le soir, je fais mes corrections moi-même, c'est pas la peine de demander aux filles pour ça, quoi. Les autres consultants, ils me regardaient bien, tu commences pas à nous casser les pieds, moi je veux garder mon assistante, je vais pas commencer moi le soir à faire ça. Eux, ils aimaient beaucoup, alors c'était pas mon truc, mais eux, ils aimaient beaucoup passer du temps avec les clients le soir, etc. Moi, j'étais bien content de leur excuse de dire, écoutez les gars, j'ai du boulot, je vais dans ma chambre, je viens de passer 7 heures avec vous, j'adore, hein, mais laissez-moi 2 heures tranquille, puisque de toute façon, je savais que quand je sortais de la chambre, ils m'attendaient pour dire, ah, on t'a gardé une place à table, et puis on continue. C'était très sympa, mais il fallait faire un break. Eux, ils aimaient beaucoup ça. Et aujourd'hui, je pense que les assistantes n'ont plus un rôle de mettre à jour les PowerPoint et compagnie. Aujourd'hui, elles vont organiser les déplacements, traiter des choses avec le client. On a une valeur ajoutée différente. Mais encore une fois, eux, leur premier réflexe, ça peut être de dire « Super, Damien, montre-nous comment tu fais ». C'était d'aller voir le boss pour dire « On ne veut pas ». Ça aussi, c'est quelque chose qu'on verra. Notre premier réflexe face au changement, c'est la résistance. C'est de garder les habitudes. Quel que soit l'âge, quelle que soit l'expérience, quel que soit le métier. Et une raison liée au cerveau par rapport à ça. Le travail, il n'y a pas que ça dans la vie. Pour moi, c'est une valeur très importante. Freud disait l'homme ne s'épanouit que dans 2 choses, l'amour et le travail. Je ne suis pas d'accord avec Freud sur pas mal de trucs, mais si je peux me permettre. Mais ça, je pense que c'est très juste. Si on est heureux dans son métier et heureux dans son couple, la vie est pas mal quand même. Quand on a un job qui nous plaît, un travail qui nous plaît, je parle pas d'argent, rien du tout. Hein. Quand je dis travail, il y a des gens qui ont un travail alimentaire, et puis qui sont présents au club, trésoriers, une passion à côté qui leur prend beaucoup de temps. C'est peut-être ça dans lequel ils vont s'épanouir. Mais je ne crois pas qu'on s'épanouit en jouant à la game, à la PlayStation toute la journée. À un moment, si on ne crée pas quelque chose, si on ne développe pas quelque chose, si on ne laisse pas une trace, il y a des choses qui vont manquer. Je dis ça aussi parce que justement dans les nouvelles générations, aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, à cause des écrans, c'est plus aussi évident pour eux. Ça aussi, manager, pour moi, manager, c'est pas une question hiérarchique. On n'est pas manager parce qu'on a titre, on est manager parce qu'on est suivi par des gens. Même sans avoir le titre de manager, vous avez des situations où des gens qui viennent vous voir, qui viennent vous demander votre avis, et qui viennent parfois plus vous voir vous que le responsable. C'est que vous êtes manager dans ce cas-là. Manager de fait, pas manager. À l'inverse, quand on dit tu fais ce que je te dis, mais pourquoi ? Parce que c'est moi le manager. Non, on met chef, on met pas manager. Et de fait, on n'est pas dans une relation manager-manager. On est chef et collaborateur. Et c'est pas grave. Hein. Il y a des situations où il y a des moments où on dit tu fais ce que je t'ai demandé, et puis point barre. Mais je fais cette distinction. C'est pas automatiquement. Je pense que quand tu étais déjà en poste, ça t'est arrivé d'être manager. Oui, parce qu'on venait souvent me demander conseil sur certaines choses. Ouais. Donc voilà. C'est juste que c'est pas automatiquement quelque chose de hiérarchique. Loin de là.
On va voir. Alors, quand je dis j'ai pas la vérité, c'est pas une façon de parler, c'est pas une expression. C'est que j'ai pas la vérité. Je vais vous donner mon avis et mon point de vue, et que même si je vous raconte, je partage tout ce que je peux savoir, votre management ne sera pas le mien. Vous n'êtes pas moi. Votre relation avec tel ou tel collaborateur, vous l'avez créée. Même si moi je travaillais avec ce collaborateur, j'aurais pas la même relation avec lui. Donc de fait, automatiquement, il va falloir adapter. Vous avez un nouveau qui vient d'arriver, c'est un jeune stagiaire ou c'est un nouvel employé, c'est son premier emploi, vous allez l'encadrer, c'est un nouveau. Au bout de 2-3 ans, c'est un professionnel. Quand vous allez le confier à quelqu'un d'autre, oh, bah, tu verras, il est top, il est comme ça, il est facile. Non, peut-être que 3 ans après, c'est pas le même. Et donc votre relation et votre façon de faire sera encore différente. Donc il n'y a pas une technique de management, il n'y a pas un type de management. Moi, j'aime à dire qu'il y a autant de management qu'il y a de combinaisons manager-manager. Et le management qu'on a en place n'est jamais définitif. Est-ce que vous êtes la même personne qu'il y a 5 ans? Est-ce que dans 5 ans, vous serez la même personne? Vous allez évoluer, pas changer, mais vous allez évoluer. Ben, les autres aussi. Et cette combinaison manager-manager d'il y a 5 ans, c'est plus la même qu'aujourd'hui, et c'est pas la même que dans 5 ans, donc on va évoluer aussi. Mon collaborateur a grandi. Vous avez un collaborateur qui commence chez vous, il est célibataire, puis il est en couple, puis il a des enfants. Ça joue sur son quotidien, sur sa disponibilité, sur son état d'esprit, sur sa fatigue après le week-end, et donc sur ses réactions. Donc on est en permanence en évolution. Toute personne qui vous dit « moi j'ai une méthode, elle est parfaite, elle est unique, et elle marche avec tout le monde », c'est pas vrai. Ce n'est pas du management, c'est une dictature. Ça peut marcher, mais généralement quand le dictateur tombe, tout s'effondre. Moi, l'objectif, c'est d'avoir une relation avec les collaborateurs qui fait que même si je ne suis pas disponible, chacun fait son job, chacun fait sa part. Un des objectifs que je vais avoir en priorité, c'est de mettre chacun en responsabilité. Aujourd'hui, je dis beaucoup que le rôle des managers, c'est de rendre adultes des enfants. Soit des anciens qu'on a infantilisés, parce que par le passé, quand ils ont pris une initiative, quand ils ont fait un truc, ils se sont fait atomiser. On leur a dit, t'es pas là pour réfléchir, t'es là pour faire ce que je te dis. Parce qu'il y a 20, 25 ans, le savoir, c'était le pouvoir. Le chef était nommé parce qu'il savait mieux que les autres, et son savoir, c'était son pouvoir. Donc quand quelqu'un venait et disait, j'ai un problème, je vais le régler, explique-moi. Non, je vais le faire, parce que tu ne sauras pas le faire aussi bien que moi. Je garde mon savoir. Et quand quelqu'un prend une initiative, si la relation n'est pas bonne, si la relation n'est pas une relation de confiance, quand la personne prend une initiative, je vais même lui montrer qu'il aurait dû me demander, parce que moi, j'aurais fait mieux, pour systématiquement garder ce rapport de pouvoir qui réduit la personne. Et à force de faire ça, on a des gens qui disent, moi, je ne prends pas l'initiative, je ne décide de rien, je ne sais pas. Putain, mais attends, ça fait 20 ans que tu es là, tu sais. Non, c'est toi le chef, pas moi qui décide. Ouais. Parce qu'on les a traumatisés, parce qu'on les a réduits. Ils disaient, ok, j'ai bien compris maintenant. Même si la personne qui les a traumatisés n'est plus là, même si c'était il y a 20 ans. Donc on les a déresponsabilisés, pour ça je dis infantilisés, mais on les a déresponsabilisés. Et aujourd'hui, quand on veut s'appuyer sur eux, non. Et puis on a les nouvelles générations qu'on n'a jamais responsabilisées. Vous avez un enfant qui a 10, 12, 13 ans, on s'occupe de tout pour lui. C'est normal. On est les adultes, c'est l'enfant, on est responsable. Il s'est blessé, on va le soigner. Il lui manque quelque chose, on va lui acheter. On organise notre planning en fonction de ses activités. Il va au basket, il va au machin, et avec le temps qui reste, je fais mes activités. C'est normal, donc tout tourne autour de l'enfant. Même plus tard, quand il a 17-18 ans, même s'il fait des études supérieures, on va garder ce schéma-là. D'ailleurs, il va se trouver un appartement dans une autre ville, attends, on va venir, on va l'installer, on va aller chez Ikea, on va lui acheter. On s'occupe de lui. Et d'ailleurs, pendant qu'il fait ses études, quand il a une problématique, on lui dit, il y a le bureau machin, il y a le bureau truc, tu as un problème, va voir, on va trouver une solution. On s'occupe de tout pour lui. Avant, il y avait un truc qui était juste après tout ça, et avant le travail, c'était le service militaire. Alors, je ne suis pas en train de faire l'apologie du service militaire, mais ce qui se passait, c'est que quand à ce moment-là, on te sortait de ce schéma, et que tu arrivais à l'armée, ils disaient, tu fais quoi pour moi? Rien. T'as pas compris. C'est pas, voilà. Toi, tu vas faire des choses pour moi. Oui, mais moi, alors toi, tu ne m'intéresses pas. Toi, tu fais partie d'un groupe. Parce que la somme des individus dans le groupe va être plus forte que la somme individuelle de chacun.
Donc, quand tu intègres le groupe et que tu respectes les règles du groupe, le groupe est fort. Vous m'intéressez. Toi, tu m'intéresses pas. Je suis pas d'accord, tu pompes. Et au bout de 2 fois ou 3 fois, tu n'es toujours pas d'accord, tout le monde pompe. Et pourquoi? Parce qu'il fait partie de votre groupe. Et quand on ressort de là au bout d'1 an, parce que c'était pas non plus 3 jours ou 4 jours, hein, au bout d'1 an, tu rentres dans un schéma mental qui n'est pas le même. Et quand tu arrives dans l'entreprise, tu dis bonjour, c'est quoi vos règles, c'est quoi votre fonctionnement, qu'est-ce que je peux faire pour vous? D'accord? Alors, je prends l'exemple du service militaire parce qu'il nous touche directement, mais c'est ce qu'on appelle les rites de passage. Si vous regardez bien, il y a plein de civilisations où il y avait, où il y a encore, hein, un rite de passage. C'est-à-dire un truc qui fait qu'après une épreuve qui peut être de quelques heures à quelques jours, tu es un enfant et ensuite tu es un adulte. Quelques heures, quelques jours. On te dit qu'avant, tu es un enfant, tu as le droit, et après, tu n'es plus un enfant, tu n'as plus le droit. Donc, tu te considères différemment. Et le regard des autres aussi change. Attends, avant, tu avais le droit parce que tu étais un enfant. Aujourd'hui, c'est fini, il n'a plus le droit. Mais il y a eu quelque chose, il y a une cérémonie qui fait qu'il y a un déclic dans la tête et qui permet de prendre ça. On l'a plus, ça. Et j'insiste bien parce qu'on l'a plus, c'est-à-dire qu'on ne fait pas cet exercice pour switcher le cerveau, pour aider le cerveau à comprendre qu'il y a un changement. Et au contraire, on a toute une attitude de prolonger ce manque. Et c'est ce qu'on entend en disant « Attends, il faut être gentil avec les nouveaux, ils démarrent. » Oui, mais on ne les fait pas grandir en fait. On entretient la déresponsabilisation qu'on a mis en place. C'est pour ça que j'ai beaucoup de patience avec les nouveaux, parce qu'en fait, ce sont nos enfants, jamais oublier ça. C'est le résultat de notre éducation. Et que justement, si ça ne fonctionne pas comme on veut, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Alors, il n'y a pas que nous, hein. Encore une fois, les réseaux sociaux. Un truc tout simple, un truc tout bête. Amazon. Moi, je sais la chance que c'est d'avoir Amazon. Tu commandes un truc, le lendemain, tu l'as. C'est une chance, c'est génial. Quand tu as toujours connu ça, c'est pas une chance, c'est normal. Et quand tu... Et de fait, la patience. Après, il a eu retard. Tu checkes ton téléphone toutes les heures pour savoir où est le livreur, et c'est bon, détends-toi, ça va arriver. Mais tu vois, c'est une grosse différence entre dire « Écoute, je l'ai demain, c'est génial, mais tu l'auras après-demain. » Bon, écoute, franchement, c'est pas grave. Je suis pas à ça près. Et se stresser parce que c'était livré entre 13 et 17 heures, et là, il est 16h15 et je ne l'ai toujours pas. Et donc, l'attitude, le fonctionnement n'est pas le même. Tu voulais voir un film avant. Tu t'attendais que la télé te dise il passera ce jour-là, quoi. Et ce jour où il est prévu, tu dis à tes amis non, ce soir je ne sors pas parce que je veux voir tel film. Tu manges en fonction pour ne pas rater le début, et c'est même la télé qui te dit quand tu as le droit d'aller faire pipi. Bah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, tu veux voir un film, tu prends ton téléphone, tu prends ta tablette, tu cherches la plateforme, tu le regardes maintenant. Tu l'arrêtes quand tu veux, tu reprends quand tu veux. Tu regardes une série. Green Jay, une série, ça n'existait pas avant. Tu regardais une série, tu attendais la semaine suivante pour voir la suite, point. Exactement. Mais le rapport à la patience, il a complètement explosé. Les plus anciens se sont tous au moins une fois dans leur vie fait chier à lire ce qu'il y a sur la boîte de cornflakes parce que tu n'as rien d'autre à faire pendant que tu es à table. Tu connais la boîte. Et d'ailleurs, il y avait des petits jeux derrière exprès pour t'occuper. Aujourd'hui, qui s'ennuie depuis qu'on a un téléphone portable? Bon, vraiment, Les plus anciens. parce qu'on les pose sur le téléphone, justement. Ah oui, c'est clair. Alors, vous êtes exemplaire parce que généralement, quand je démarre, je fais disparaître les téléphones portables. Donc là, je vois, toi, tu l'as là, mais c'est pas plus que ça. Le gros, quelque part. Oui. Mais je les fais disparaître. Pourquoi? Parce que, alors, souvent, quand je fais des formations, déjà, les gens, ils arrivent avec un ordinateur portable. Et ils ouvrent l'ordinateur. Et ils prennent des notes. Et souvent, ils prennent des notes, hein. Sauf qu'ils ne prennent pas que des notes. Tu vois une notification, tu as un mail qui arrive, etc. Donc, ton cerveau, il est connecté là-dessus. Alors souvent, je leur fais... Au début, je faisais couper les ordis, et globalement, généralement, ça passe. Hein. Pourquoi la plupart des gens prennent leur ordinateur pendant des réunions et des trucs de formation, etc., à votre avis? Pour créer une barrière. Hein. Non, c'est pire. Ouais, c'est pire. C'est pour avancer sur autre chose. Pourquoi? Parce que souvent, quand ils viennent à une réunion, on ne sait même pas pourquoi tu viens.
Tu sais même pas ce que tu vas y faire, tu sais que c'est dans ton agenda, que c'est un peu long, et tu te ferais un truc à côté. Résultat, tu n'es pas à fond dans la réunion, et tu n'es pas à fond dans ton travail. Je suis pas fan du tout. Je ne suis pas contre les réunions. On ne peut pas piloter une entreprise sans réunion. Mais normalement, quand tu viens à une réunion, tu dois savoir pourquoi tu viens, c'est quoi le thème, c'est quoi l'objectif. Tu dois avoir préparé quelque chose. Si tu as ça, c'est super utile et efficace. Quand on t'invite, et pourquoi je dois venir? Il y a plusieurs sujets, peut-être qu'il y en a un qui va te concerner, on aura peut-être besoin de toi. Super. Et ça dure 2 heures. Ah oui. Je viens avec mon ordinateur et puis je fais autre chose à côté, puis vous me faites. Et les gens ont pris cette habitude-là, de faire autre chose en parallèle. Le cerveau humain ne sait pas faire deux choses en même temps, même chez les femmes. Je le précise quand même. Non, le cerveau humain est monotache. Il fait une chose après l'autre. Il passe très vite de l'une à l'autre. Et c'est ça la force des femmes, c'est que par contre, il y a une vérité physique. Il y a une différence physique entre le cerveau de l'homme et de la femme, c'est ce qu'on appelle le corps calleux, la matière grise. Entre les deux hémisphères du cerveau, il y a une partie de connexion, il y a un pont, et il y a plus de neurones chez la femme entre les deux hémisphères du cerveau que chez l'homme. Donc elle sait mieux faire communiquer les deux hémisphères. Et en fait, ça permet aussi de comprendre qu'en faisant travailler mieux les deux, vous savez qu'il y a une partie du cerveau qui est plus logique et l'autre qui est plus, je schématise à fond, mais qui est plus logique et l'autre qui est plus émotive, et elle fait mieux communiquer les deux. Et c'est ça qui donne l'impression qu'elle peut faire plusieurs choses en même temps. Là où l'homme, par la sélection naturelle de nos ancêtres, est plus monotage, parce que quand on est à la chasse, on voit un truc et un seul. Il y a plein d'anecdotes par rapport à ça. Quand un homme cherche quelque chose dans le frigo, s'il l'a pas devant les yeux, il ne le voit pas. Alors que la femme va avoir une vision plus globale de tout ce qu'il y a dans le frigo. Pourquoi? C'est lié à la chasse. Parce que Les vêtements, je cherche un vêtement. parce qu'il doit. C'est vrai. Mais ça fait partie de la sélection qui a fait que nos ancêtres ont survécu. Pourquoi ceux qui étaient le plus concentrés sur un truc et qui étaient restés concentrés dessus ont plus survécu? Quand on va à la chasse et que on est plus efficace, on survit mieux. Donc ceux qui étaient plus concentrés, plus focus, ont pu le faire. Mais de fait, c'est ce qui fait que le truc qui rend fou les femmes à très juste titre, c'est que si j'ai un truc en tête et que je vais aller chercher un document à l'étage pour continuer ma déclaration d'impôt, je suis capable d'enjamber la corbeille de linge 3 fois en montant et en descendant parce que je la vois pas. C'est vraiment un truc qui est focus, quoi. Encore une fois, je ne vais pas dire que c'est bien. Là où la femme, depuis toujours, sait gérer plusieurs choses, puisque par définition, et justement par la sélection aussi, la femme est plus programmée pour s'occuper des autres, sous-entendu de l'enfant. Mais ça va complètement avec. Et ça aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on gère beaucoup moins bien. Les hommes, dans leur fonctionnement, ouvrent un dossier et ferment un dossier. Les femmes ouvrent des dossiers. Et sont pas capables de les fermer correctement, le laissent toujours ouvert au cas où, pour gérer plein de choses. Parce que la femme a l'habitude de gérer les autres, sous-entendu d'abord l'enfant. Il y a une expérience qui a été faite, et il y a plein de différences comme ça, il y a des vrais. C'est pour ça que je ne suis pas pour l'égalité homme-femme. Je suis pour la complémentarité homme-femme. Et je le dis pour le reste aussi, parce qu'on est différents, et dans l'entreprise, je ne suis pas pour l'égalité ou pour la supériorité, je suis pour la complémentarité. Une entreprise ne peut pas tourner avec des gens qui sont tous les mêmes. Il faut des gens complémentaires, il faut des gens différents. Et c'est parce qu'ils sont différents que c'est compliqué. C'est parce que l'homme et la femme sont différents que c'est compliqué. Mais s'il n'y a pas une différence, ça ne marche pas. Il y a une expérience, une des premières expériences qui m'avait marqué, on met des lunettes qui permettent de suivre le regard et de regarder où va le regard et le temps qu'il met sur chaque arrêt. Donc de mesurer ça. Et on fait rentrer un homme dans une pièce où il y a plusieurs femmes. Et on s'aperçoit que l'homme va scanner la pièce, repérer plusieurs femmes et généralement passer à un temps à peu près égal ensuite sur 3 femmes. Et il scanne 2 ou 3 femmes. Génétiquement, anciennement, l'objectif de l'homme, c'est de perpétuer l'espèce. Un homme peut engendrer une descendance avec plusieurs femmes. Et si demain il meurt à la chasse, c'est pas grave, puisqu'il a perpétué l'espèce. On le voit chez tous les mâles, dans tous les troupeaux. À l'inverse, quand on met ses lunettes sur une femme et qu'on regarde, elle va scanner la pièce, elle va repérer une personne et après elle ne le lâche plus. Parce qu'elle a besoin d'une personne qui va aussi s'occuper de sa protection, de ramener à manger, parce qu'elle, elle ne peut pas, une fois qu'elle est enceinte et qu'en plus elle a ensuite le bébé, il y a plein de choses qu'elle ne peut plus faire. Et il y a une complémentarité là-dedans. Et encore une fois, pareil, on le retrouve chez toutes les espèces. Alors, on n'est pas n'importe quelle espèce, on peut faire des choses plus intelligentes, on peut revenir sur les salaires, et ça c'est un sujet totalement différent, et il est inadmissible que
Une femme n'est pas le même salaire qu'un homme pour le même travail, hein. Mais c'est un des sujets vraiment que j'aurais de manière récurrente. Je pense qu'on oublie trop souvent que nous sommes des animaux. On oublie trop souvent que nous sommes des animaux et en tant qu'animaux, on a des obligations, on a des besoins. Et un truc tout simple, on est la seule espèce qui ne change pas de rythme entre l'été et l'hiver. L'hiver, vous regardez toutes les espèces, ben, il fait nuit plus tôt, elles s'endorment plus tôt, elles dorment plus, elles se reposent, elles se lèvent plus tard, elles font moins de choses. Nous, on ne change pas nos horaires, on lutte. On est au radar, on a besoin de café, enfin bon, ouais. Et arrive la période où l'activité reprend, où là il fait beau, etc. Et c'est là où au contraire, alors naturellement on en fait plus, parce qu'on traîne plus le soir, on va en profiter pour sortir, on va aller sur des terrasses, on va dormir un peu moins, et c'est tant mieux. Et c'est là où on se repose, on a des vacances, où on va essayer de dormir. On fait plutôt pile l'inverse, quoi. Et les périodes de Noël où on devrait peut-être plus se reposer, c'est pas les vacances les plus reposantes. Rarement. Le marathon. Voilà, donc c'est pas du tout ça. Mais vous voyez, il y a un côté contre nature, il y a beaucoup de choses qu'on fait contre nature. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est moche, je dis juste qu'on oublie un petit peu trop. Parce qu'encore une fois, j'ai plein de trucs, plein d'anecdotes et plein d'éléments pour attirer votre attention sur le côté naturel qu'on a et sur lequel on lutte et qui font que parfois ça marche pas bien à cause de ça. Il y a plein de choses dont on parlera aussi, c'est les biais du cerveau. Vous connaissez les biais cognitifs? Ça vous parle? Les biais cognitifs, c'est les défauts de fonctionnement du cerveau qu'on connaît et qu'on ne peut pas empêcher. Alors c'est même plus loin que ça. Parce que le non-verbal traduit des choses et on ne peut pas s'empêcher. On a des façons de faire, des façons d'être qui font que oui, on va trahir et traduire des choses. Et c'est très utile. Mais on le fait plus ou moins consciemment pour partager quelque chose. En communication, on estime que plus de la moitié de la communication se fait par le non-verbal. C'est pas ce que vous dites qui compte, c'est la manière d'en le dire. Vous gueulez sur votre conjoint ou votre conjointe lors d'une dispute en disant « mais putain, bordel, je t'aime ». Le « je t'aime », il passe par... Il n'a pas été entendu. La forme peut détruire le fond. Quelqu'un vous parle et vous n'avez rien dit, hein, vous faites juste la discussion pour une autre tournure. Bah vas-y, ça te dérange? Non, mais j'ai rien dit. Tu te fous de moi. Tu te fous de moi, t'as rien dit, mais c'est pareil. Le non-verbal. Et là, il y a le non-verbal que j'ai choisi, puis il y a le non-verbal que je ne vais pas choisir. Ça, je pourrais venir dessus, mais après. Les biais du cerveau, c'est vraiment des choses où on sait qu'on ne peut pas ne pas faire avec. Alors, il y a 250 biais du cerveau répertoriés, et on pense qu'il y en a plus de 500. La plupart des biais du cerveau sont des défauts du cerveau pour des décisions plus rapides. C'est-à-dire que la sélection, encore une fois, la sélection naturelle, a fait qu'on a des défauts dans le cerveau qui ont permis à notre espèce de décider et réagir plus vite, et donc ça a sauvegardé l'espèce. Ce n'est pas les décisions intelligentes, les décisions rapides. Je rencontre quelqu'un pour la première fois. Ma première impression, elle va rester tout le temps. Mais on va scanner les gens. Vous recevez 2 millions d'informations à la seconde au niveau du cerveau. Vous en traitez 7 à 8 de manière consciente. Tout le reste est dans l'inconscient. Donc je rencontre quelqu'un pour la première fois, je ne l'ai jamais vu, j'ai rien. Je l'accueille en bas, il passe le tourniquet, je l'accueille, je n'ai pas encore serré sa main, rien, je me suis déjà fait un avis. Parce que tu l'as scanné, et de la manière de s'habiller, la manière de se tenir, son regard, son sourire, la forme du nez qui te fait penser à quelqu'un, tu t'es fait un avis. C'est un avis totalement subjectif. Et ton cerveau va chercher à vérifier que cet avis est juste. Ton cerveau va chercher à vérifier que ton avis est juste. Je n'ai pas dit qu'il va chercher à vérifier si c'est juste. Je vous présente quelqu'un. Et je vous dis, alors il est top, il est super, il est sympa. Attention, il a un peu tendance à mentir quand ça l'arrange. Vous allez enregistrer ça, tu vas en faire une vérité. Tu lui colles une étiquette. Il se trouve que cette personne n'a jamais menti. C'est ma croyance. Et un jour, il oublie de vous dire quelque chose. Il l'oublie. Et tu vas dire, il n'a pas oublié, il m'a menti. S'il l'a caché, c'est volontairement. Et tu vas fausser ton analyse par l'étiquette que tu as posée. J'ai bien dit, il a oublié. Mais l'étiquette qu'on m'a posée, la croyance qu'on m'a créée, elle va être là. Comment je vérifie que ma croyance est juste ou pas? Il faudrait objectivement, de temps en temps, se dire, est-ce que j'ai vraiment des bonnes raisons de penser ce que je pense? Et ça peut être le cas, hein, et de vérifier. J'ai trois vérités absolues. La première vérité, il n'y a pas de hasard dans les relations humaines. Il n'y a que des causes et des conséquences.
Je m'entends bien avec quelqu'un, c'est que j'ai dit ou fait quelque chose pour que ça se passe bien. Je m'entends pas avec quelqu'un, c'est que j'ai dit ou fait, ou pas dit ou pas fait quelque chose pour que ça se passe pas bien. C'est jamais par hasard. Donc c'est quelque chose. pas par hasard. Tu vois, je mets pas de bien ou de mal, hein. Je dis juste que c'est pas par hasard. Je rencontre quelqu'un la première fois, on lui a parlé de moi, il m'aime pas. J'y suis pour rien. Mais notre relation va pas être bonne, c'est pas par hasard. C'est qu'on lui a dit quelque chose. Est-ce que je peux la rattraper? Ça, c'est ma deuxième vérité absolue. C'est que les relations humaines ne sont jamais définitives. Pour preuve, on connaît tous des gens qui se sont mariés pour la vie, de bonne foi, et puis qui sont séparés. L'inverse est vrai aussi. On connaît des gens qui ne pouvaient pas travailler ensemble, qui ne pouvaient pas se bérer, et puis au bout d'un certain temps, on découvre que au moins ils ont amélioré, voire ils sont devenus super potes parce qu'ils se sont rendus compte que les expériences de vie font que les relations humaines ne sont jamais définitives. Donc c'est le côté très positif, c'est-à-dire que même si je ne m'entends pas avec un collaborateur, je peux faire des choses pour que ça change, parce que ça changera. Est-ce que je le subis, est-ce que je choisis? Mais le risque aussi, c'est que quand j'ai une équipe qui est top, parfaite, nickel, ça changera aussi. Parce qu'il y aura des évolutions, parce qu'il y en a qui vont venir, il y en a qui vont partir. Parfois, je récupère un gars dans une équipe, ça change tout. J'enlève un gars, ça change tout. J'en ajoute un, ça change tout. Et ma troisième loi fondamentale, peut-être la plus importante, tout le monde fait de son mieux. Tout le monde fait de son mieux. Aussi surprenant que ce soit. Je ne connais personne, enfin, est-ce qu'il y a des noms? C'est ma phrase préférée. Je fais des conférences complètes rien que sur ça. Je lance les 3 trucs là et je vois des gens qui réagissent. Ok, à quoi tu penses? Non, c'est pas vrai parce que. Et on peut passer 2 heures. Tout le monde fait de son mieux. Personne ne fait exprès de se faire allumer. Personne ne fait exprès de ne pas se faire aimer. Par contre, il y a énormément de gens maladroits. Alors, pardon, je t'ai coupé, c'est pas bien. Il a fait ce qu'il pensait être le mieux pour lui. Tout le monde a une bonne raison. Ça ne veut pas dire que la raison est bonne. Exactement. J'ai pas dit le contraire. Je dis tout le monde fait de son mieux. Tout le monde a un peu d'égoïsme. Je parle souvent d'égocentrisme plus que d'égoïsme. Ça, c'est un détail, mais c'est vrai que le monde tourne autour de chacun de nous. C'est complètement. Hein, l'ego vient de ça. Hein. L'ego, c'est parce que moi, j'existe. On parle souvent de l'ego. L'ego, c'est ce qui fait la différence entre vous et moi. Le problème d'ego, c'est quand la personne a un ego qui vient manger le vôtre. Mais sinon, on a tous un ego, heureusement. Vous n'êtes pas moi, je ne suis pas vous. Tout ce qui fait nos différences, c'est ce qui marque l'ego. Et c'est pas un problème. Chacun a son ego. Si vous n'avez pas d'ego, vous avez un problème. C'est le trop d'ego qui pose souci. Donc on a chacun son ego et donc on est égocentré autour de nous. Bah pourquoi tu veux pas venir? Bah parce qu'en fait, j'ai un truc de prévu la veille et que je vais pas être en état. Parce que je veux me lever plus tard ce jour-là. Parce que c'est le jour de repos de ma copine. Et on a toujours une bonne raison. On a toujours une bonne raison. D'accord? Et oui, encore une fois, ça ne veut pas dire que je dois accepter la raison. Quelqu'un qui me dit, écoute, non, je ne veux pas venir parce que je vais faire la bringue la veille, je peux dire, bah attends, tu feras la bringue un autre jour. Non, ça c'est un choix, c'est un jugement. Mais je sais juste que s'il me dit non, je ne viens pas ce jour-là parce que la veille, lui, il a une bonne raison. Selon lui, la raison est bonne. Mais si je n'ai pas compris cette raison d'abord, ça va être très compliqué de discuter avec lui. J'ai une différence entre l'exceptionnel et le régulier. Exceptionnellement, on a un pépin. Exceptionnellement, on demande à quelqu'un de rester plus tard. Exceptionnellement, il le fait. Exceptionnellement. C'est pas un souci. C'est quand l'exception devient une habitude. Un des problèmes que je rencontre dans les entreprises que j'accompagne, c'est les collaborateurs compétents et motivés. C'est paradoxal quand je dis ça. Parce que les collaborateurs compétents et motivés empêchent la direction de se rendre compte des vrais problèmes du terrain. Ça passe. Et quand je dis que ça les empêche, souvent les gens disent « ouais, mais ils en abusent ». Non, ils ne sont même pas au courant. Parce que petit à petit, quand tu arrives en haut, tu dis « comment ça se passe ?» « Écoute, ça va. » « Écoute, moi, tu me dis que ça va. Ça va, enfin, je ne vais pas douter de ce que tu me dis. Et quand je vais sur le terrain, je m'aperçois que c'est un peu plus compliqué. Mais pour ça, il faut que j'aille sur le terrain. Ce n'est pas mon job d'aller sur le terrain. J'ai 2 managers entre les deux. Donc moi, je me contente de ce qu'on me dit. Et souvent, les directions ne prennent pas les bonnes décisions parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations. Et ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de la maladresse. Combien de fois j'ai des gens, merci les réseaux sociaux, des certains posts que je mets,
où les réactions sont assez virulentes. C'est intéressant, surtout sur TikTok. Hein. C'est une grosse différence entre Instagram et TikTok. Et il y a des moments où je me fais défoncer, mais de toute façon, on sait bien que tous les employeurs, ils veulent juste exploiter les collaborateurs. De toute façon, ils veulent jamais leur donner d'augmentation. De toute façon, s'ils peuvent les pénaliser, ils vont les pénaliser. J'ai des trucs comme ça. Je dis, mais quel est l'intérêt de dégoûter un collaborateur de venir travailler? Bah, c'est pour nous pousser à partir. Mais mec, pourquoi tu voudrais qu'il n'y ait plus de collaborateurs? Tu viens dans une boîte et les anciens te racontent des choses. Tu vas en faire une croyance. Tu viens d'arriver, tu as 5 anciens. Alors, histoire vraie. Je fais un audit dans une entreprise il y a longtemps. Je fais l'audit et l'entreprise me fait venir parce qu'ils ont beaucoup trop de turnover, donc problème de management, etc. Et je fais, comme souvent, je fais un tour auprès de plusieurs personnes dans l'entreprise, parce que j'ai le discours de la direction, mais j'aime bien avoir le discours terrain, qui n'est pas tout à fait le même pour ce que je viens de vous dire. Et je discutais avec plusieurs personnes, et je tombe d'ailleurs sur des anciens qui me disent, de toute façon, ici, on vire les gens pour un oui, pour un non. Faut pas, on n'arrête pas de dire aux jeunes, d'ailleurs, de ne pas trop se déballer leurs affaires, parce que de toute façon, ils ne vont pas rester, quoi. Et c'était il y a longtemps, j'étais assez jeune, je retourne voir la direction, et je dis à la direction, mais vous me donnez un message en me disant on veut garder les gens, etc. Et moi, le retour que j'ai sur le terrain, c'est que dès qu'il y a un truc qui ne va pas, vous dégagez les gens. Et là, c'est là où je me suis rendu compte, jeunesse, le dirigeant qui me dit qui est-ce qui vous a dit ça? Je dis les anciens. Il me dit dans votre phrase, il n'y a pas un truc qui vous dérange? Les anciens me disent qu'on ne garde pas les gens. Il y a des anciens, donc on les garde. Et c'était les plus anciens qui avaient été traumatisés. Et il dit, c'était vrai, par le passé, il y avait une direction et un contremaître. Quand il y a un gars qui n'était pas d'accord, qui n'était pas content, on était dehors. Mais c'était il y a 25 ans. L'entreprise a changé de direction, ils ont changé de nom. Ils ont gardé les anciens parce qu'il y avait de la compétence, de l'expérience, mais il n'y avait plus rien à voir avec l'ancienne entreprise. Ils avaient dégagé le fameux contremaître. Mais la rumeur qui restait, c'était que de toute façon, on ne garde pas. Donc les jeunes, quand ils arrivaient, quand on leur disait de toute façon, ici, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on te dégage, il y a une pression de malade, il faut savoir tenir le choc, dès que tu fais un truc de travers, tu vas le payer à vie. Les gars, ils cherchaient un boulot ailleurs le plus vite possible. Et les jeunes les plus compétents, ils repartaient. On a aidé les anciens à prendre conscience de ça. Et c'est passé par quoi? C'est passé par la direction qui a présenté ses excuses aux plus anciens pour les années passées. La direction a eu l'intelligence de dire on vous entend, on a entendu ce discours-là. C'est vrai que ce qui se passait avant était inadmissible. Et avec un peu de travail, en disant et aujourd'hui, vous avez vu quoi? Non, mais c'est vachement mieux aujourd'hui. Quand les anciens ont commencé à dire non, mais c'est vrai que c'est mieux aujourd'hui. Il y a ça qui est mieux, il y a ça qui est bien ça. Mais ils ont commencé à changer leur discours. Et à partir du moment où ils ont changé leur discours, les jeunes sont restés plus longtemps. Mais il a fallu pouvoir intervenir dessus. Et la direction ne se rendait pas compte. Pour la direction, c'était les jeunes qui n'ont pas envie de travailler. Aujourd'hui, c'est bien connu que les jeunes, quand ils arrivent, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, ils s'en vont. Mais on se pose pas la question de pourquoi. Les réseaux sociaux font ce que faisait la télé avant. Ils achètent du temps de concentration. Avant, on choisissait le film qu'on allait... Il y avait une guerre entre les chaînes pour choisir le meilleur film. Pourquoi? Pour bien vendre la pub avant, pendant et après. Et si j'avais choisi le bon film, je savais qu'on allait faire une bonne part d'audience, tu pouvais vendre plus cher la pub à l'annonceur que tu voulais. C'était Lelay, le patron de TF1, qui disait on achète du temps de cerveau. Donc l'objectif, ce n'est pas de la distraction, l'objectif, c'est du temps de concentration pour vendre de la pub. Les réseaux sociaux ne font que la même chose, mais de manière 100 fois plus efficace. Parce qu'ils savent exactement ce qui vous intéresse. Comment je fais pour augmenter votre temps de concentration sur mon réseau? Si j'ai vu que vous avez regardé 2 petites vidéos sur les petits chats, je vous envoie plein de vidéos sur les petits chats. C'est un algorithme. Et donc plus je reçois de vidéos sur les petits chats, plus je reste à scroller pour voir différentes vidéos. Et puis, il y a même des thématiques, etc. etc. Voilà. Et donc, le système sait limite mieux que moi ce qui m'intéresse et ce qui me plaît. Et va me donner ce qui m'intéresse et ce qui me plaît. Et j'augmente mon temps dessus. Rien de surprenant. Et au milieu de ça, de temps en temps, il y a une pub ultra ciblée. Parce que je peux dire, écoutez, vous vendez des produits alimentaires, des aliments pour chats. Moi, je vous ai ciblé X centaines de milliers de personnes qui, a priori, ont un chat, qui s'intéressent au sujet, on sait tout de toi. Et on va cibler ça. Maintenant, il faut regarder, est-ce que l'un d'entre vous pense que la Terre est plate? C'est une question sérieuse. Alors, j'ai dit c'est une question sérieuse parce que 8% des Français pensent que la Terre est plate.
Je suis très embêté parce que avec le nombre de fois où je pose cette question, je pense que des gens m'ont menti. Je pense que j'ai dû croiser des platistes qui n'ont pas voulu le dire. Ça m'embête beaucoup. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Énormément. Et je vais sur les réseaux sociaux et je me renseigne sur si la Terre est plate. Qu'est-ce que va faire le réseau social? Et donc, je vais regarder une première vidéo sur la preuve que la Terre est plate, puis je vais en voir une deuxième, puis je vais en voir une dizaine, et je vais en voir des dizaines tous les jours. Je vais finir par avoir les preuves que la Terre est plate. Et je ne suis pas le seul à le penser. On est des centaines de milliers à le penser. Donc, et c'est une inversion de proportion. C'est-à-dire qu'avant, c'est Fabrice Eboué, je crois, qui fait un sketch là-dessus. Et Fabrice Eboué, il dit, avant, tu allais au bar, et il y avait Dédé du bar qui disait à mon hey, vous savez que la Terre est plate, et tout le monde dans le bar disait, écoute Dédé, t'es gentil, mais non. Et Dédé, même s'il y croyait, il n'embêtait pas tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que, et c'est pas l'inverse, c'est-à-dire que toi, tu te retrouves dans un bar où tous les gens qui pensent que la Terre est plate se sont retrouvés dans ce bar. Donc quand tu arrives à un moment, tu dis hey, les gars, vous êtes fous, la Terre est plate, les mecs, ils te prennent, ils te sortent. Ils ne discutent pas avec toi. Ils n'essaient pas de comprendre. Ils restent dans leurs croyances et ils renforcent leurs croyances. Ok, c'est logique ça? Pourquoi je dis ça? Parce que si après, dans les réseaux sociaux, je vois que tous les patrons sont des salauds qui exploitent les collaborateurs, que l'objectif des patrons, c'est de ne pas payer les gens, que si tu n'as pas gagné 10 000 €, que tu n'habites pas à Dubaï, tu as raté ta vie. Bah, toi, quand tu récupères un jeune là-dedans, il sait que pourquoi tu es là? Parce que je suis puni. Comment ça, tu es puni? Moi, je ne veux pas travailler, moi, je voudrais être à Dubaï. Et c'est parce que j'ai pas eu de chance. Donc, mais ce que tu vas faire là, ça t'éclate? Non. Mais ça va être ta vie, en fait. Ouais, mais ma vie, elle est déjà foutue, quoi. Tu as 22 ans, tu comprends l'aigreur que tu peux avoir quand tu démarres. Là où toi, tu dis, super, j'ai trouvé un boulot pas loin de chez moi, des horaires qui peuvent me correspondre. Grâce à ce boulot, je vais pouvoir développer des choses à côté. Pour d'autres, non, c'est une punition et c'est une punition à vie parce que je me suis raté. On réagit beaucoup sur influenceur, c'est pas un métier, mais il y a 25 ans, tu veux faire quoi quand tu seras grand? Footballeur. C'était pareil, hein. Je serais chanteur. Qu'est-ce que tu penses que la plupart des parents de tous les artistes que tu connais ont dit quand leur gamin a dit « je serai acteur, je serai chanteur ». Et pourtant, aujourd'hui... Oui, Gabriel Henry, je suis d'accord, ils sont millionnaires et compagnie. Dans la il y en a un sur je sais pas combien qui perce. Et donc, qu'est-ce qui te dit que ta fille, elle va pas, c'est pas celle-là qui va percer? Mais ça, c'est une croyance. Je fais exprès. Ouais. Parce que c'est juste pour illustrer encore une fois notre mode de fonctionnement. Notre croyance est plus importante que la réalité. Et je pense que je crois vraiment que tous les gens qui ont une notoriété, ne serait-ce que nationale, que ce soit en politique, que ce soit en musique, que ce soit en film, n'importe, tous les gens qui ont au moins une notoriété nationale sont des gens tellement exceptionnels qu'ils ont réussi à casser l'image qu'il y a ça. C'est-à-dire qu'ils ont dit « moi je le ferai ». Et ils se sont alors en partie heurtés à beaucoup de gens qui leur ont dit « non, c'est pas possible ». Mais pour l'image de une ou deux personnes, et souvent ils ont un appui, ils ont une personne qui croit en eux, cette personne qui croit en eux leur a donné toute l'énergie pour passer au-delà. Mais il y a cet élément-là. Et si tu n'as personne qui y croit, tu laisses tomber. Il y a un truc qui s'appelle l'incompétence acquise. L'incompétence acquise. On s'est rendu compte sur des enfants que quant à ces enfants, on n'arrêtait pas de dire « écoute, t'es nul en maths, tes parents, moi je les connais, ils étaient nuls en maths, j'ai eu ton frère en cours, il était nul en maths, donc visiblement vous n'êtes pas fait pour les maths ». À force de répéter, l'enfant le croit. Et on s'est rendu compte que quand on faisait, alors je ne sais plus si c'est une scintigraphie ou autre, mais qu'on fait une étude du cerveau en activité par une sorte de scanner, quoi, on s'est rendu compte que quand on pose une question mathématique à ces enfants-là, il y a une partie du cerveau frontal, donc la partie consciente, qui s'active pour désactiver la partie des maths. En fait, le cerveau dit à lui-même, essaye pas, laisse tomber. Quelle est la mécanique première de la promotion en France? Ouais, comment on fait pour nommer quelqu'un? Qu'est-ce qui fait qu'on décide de faire la promotion de quelqu'un? La raison première, de mon expérience, hein, de mon expérience, qu'est-ce qui fait la promotion? C'est d'abord qu'il y a une personne qui s'en va. Retraite, démission, n'importe. Il y a un trou dans l'organigramme. Et de mon expérience,
C'est ce que j'appelle la promotion par le vide. C'est-à-dire qu'il y a un trou et on va aspirer la personne la plus proche. Et l'erreur à ce moment-là, la plupart du temps, c'est d'aspirer la personne la plus proche et la plus compétente. Parce que ça ne veut pas dire que c'est le meilleur manager. On passe plus de temps avec nos collègues de travail qu'avec notre propre famille. C'est quand même bien d'avoir ça comme référentiel. Mais je peux te dire que c'est probablement en fonction du job, en fonction de la mission. Je prends un opérateur. Peut-être que vous pouvez dire, attends, on va le former, de toute façon. Donc, si on a quelqu'un qui est efficace et tout, c'est bien. Mais s'il est tête de con, je préfère prendre quelqu'un que je vais former. Ça me prendra plus de temps. Mais je préfère avoir 3 mois de galère que 3 ans de galère. Et par contre, plus tu vas monter dans la structure, moins tu vas être sur ton instinct. Plus tu vas vouloir mesurer les choses. Ton DAF, ton directeur administratif et financier, je ne suis pas sûr que tu vas le prendre à l'instinct. Tu vas chercher des diplômes, tu vas chercher des preuves, tu vas appeler l'employeur. J'aime à dire que tu ne connais vraiment quelqu'un que le jour où tu partages ton verre de brosse à dents. T'es parti en week-end, t'es parti en vacances, tu l'as vu 10 fois au resto, top. C'est que quand tu vis au quotidien que tu rencontres vraiment l'autre. Et pour moi, pendant la période d'essai, c'est pareil. Période d'essai, on le sait, hein, on a vu des exemples. Et c'est pas toujours des trucs, comment dire, malins dans le sens malsain, des gens qui font exprès de faire semblant pendant la période d'essai. Il y a des gens qui font tout pendant la période d'essai, puis une fois que c'est acquis, dans leur cerveau, c'est bon, c'est acquis, et donc ils lèvent le pied. Ils n'ont pas fait semblant avant, ils étaient en stress avant, puis maintenant on leur a dit c'est bon, c'est gagné. Ma femme est prof, le nombre de fois où elle me dit les enfants, ils apprennent et ils oublient après l'examen. Tu apprends pour la leçon, une fois que c'est validé, et elle repose une question, le coup Madame, vous n'avez pas dit qu'il fallait savoir ça. Bah, c'est bon, tu es censé le savoir à vie en fait. Mais vous n'avez pas dit de réviser. Mais tu n'as pas à réviser puisqu'on l'a déjà fait. L'IA va jouer un rôle vachement important. Est-ce que vous utilisez tous l'IA tous les jours? Est-ce que vous avez déjà utilisé l'IA? Petit réflexe, utiliser l'IA pour des questions simples comme celle-là, ça bouffe beaucoup d'énergie. En fait, un des vrais problèmes de l'IA, c'est la consommation d'énergie. Une requête en IA consomme beaucoup plus d'énergie qu'une simple recherche sur Google. Donc, prendre une photo, la mettre dans Google et demander c'est quoi ça, il marche très très bien. Après, prendre une photo de la chaudière et demander où est-ce que je mets ça c'est un peu plus complexe. L'IA, tu peux prendre une photo de ton frigo et lui dire qu'est-ce que je fais avec, j'ai 4 invités ce soir, qu'est-ce que je fais avec ce qu'il y a dedans? C'est faire. Il peut te sortir les recettes qui vont avec, etc. Moi, je suis fan de l'IA. Je l'utilise tous les jours. C'est pas le cas là, mais je pourrais vous montrer. Je suis intervenu il y a quoi? Il y a un mois. Il y a un mois, je suis intervenu une petite conférence pour des spécialistes de comment je vais dire ça? Spécialistes du sommeil et de la respiration surtout. Des techniciens qui interviennent chez des gens qui sont hospitalisés à domicile et qui ont des outils respiratoires, mais pas pour juste bien dormir la nuit. C'est-à-dire que si on les débranche, ils meurent. D'accord? Donc c'est des trucs lourds. Et en fait, le questionnement où ils voulaient que j'intervienne, c'était comment motiver quelqu'un à suivre son traitement. Parce que parfois, on donne des médicaments, tu les prends pas, bon bah c'est pas très grave. Là, si un jeune qui a 25 ans, il n'utilise pas ça parce que ses poumons sont abîmés, son espérance de vie, elle chute drastiquement. Il y a 25 ans, quand déjà on vient de t'expliquer que tu joueras plus jamais au foot, c'est compliqué. Voilà. Donc je vais faire une intervention là-dessus. Et j'ai travaillé avec ChatGPT pour les thématiques, parce que je ne connaissais pas le métier, je ne connaissais pas le domaine. Donc il m'a aidé à construire mon intervention, puisque ChatGPT que j'utilise a toutes mes formations, je lui ai donné beaucoup de... Quand je me filme et quand je m'enregistre, il enregistre le texte aussi. Donc j'ai des textes complets, alors sans ponctuation, sans rien, que j'ai donné à la bécane. Et j'ai des pages de choses que je raconte, les exemples, etc. Donc il s'est inspiré de tout ça, et il sait ma position, ce que je préconise. Et donc j'ai pris le programme, je dis voilà les questions qu'ils ont, voilà ce que je fais habituellement, t'en penses quoi? Et il m'a aidé à trouver des thèmes pour aborder, que j'aurais pas pu trouver. Donc ça m'a bien facilité la tâche. J'ai travaillé, voilà comment je vais aborder le sujet, etc. Puis une fois que j'ai travaillé tout mon plan et ce que je voulais dire, comment je voulais le dire, j'ai pris une autre IA qui s'appelle Gamma, je lui ai donné en vrac et il m'a fait un PowerPoint de malade. C'est-à-dire que là où je faisais des PowerPoint avant et je passais des heures à monter mon PowerPoint, je faisais l'illustration, etc. Là, on a des trucs qui en 20 minutes, correction comprise, font des choses de très bonne présentation. Et quand je lui dis voilà mes codes couleurs et voilà ma charte graphique, tu l'utilises, il l'utilise. Donc tout ça, c'est très bien pour gagner du temps.
La révolution agricole, pardon, la révolution agricole a mis une centaine d'années. Un peu plus d'une centaine d'années. La révolution industrielle a mis moins de 100 ans. Vous regardez, vous remontez en 1900 et vous regardez 1900, l'industrie en France, et 2000, l'industrie en France, ça n'a rien à voir. C'est une révolution, rien à voir. On estime que la révolution informatique a mis 25 ans. Tu regardes les années 2000 et tu regardes 2025, rien à voir. Regardez comment je suis équipé. C'est Star Trek. Je me connecte avec des gens à travers le monde, à travers un écran qui est grand, épais comme ça. On communique, on échange. Aujourd'hui, une grosse partie de mon travail, c'est de l'accompagnement. J'accompagne les gens et tous les 15 jours, je passe 2 heures avec eux à travailler sur des choses, soit de stratégie, soit de management, etc. Et je travaille avec des gens à travers le monde. On se connecte, on discute, on échange. Je n'ai pas besoin de prendre l'avion, je n'ai pas besoin de les rencontrer. Encore une fois, il y a 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, c'est de la science-fiction. Le téléphone portable, c'est de la science-fiction. Donc 2000-2025, Internet et tout ce qui a suivi derrière, révolution totale. On parlait du téléphone, on parlait des mails, on parlait de tout ça, alors qu'il y a 25 ans, c'est des slides transparents qu'on posait sur un écran projeté au mur. Et les fax, il fallait se déplacer. C'est une des choses qui a tué le Concorde aussi, quand on a vu que les choses allaient accélérer comme ça. Faire l'aller-retour à New York dans la journée, j'en rêve. Moi, je rêverais de pouvoir faire un vol en Concorde pour faire l'aller-retour. Mais le coût que ça représente, l'écologie, etc., bah, ça sert à rien. Pour faire un déjeuner et discuter 2 heures business, bah, autant faire 2 heures de business au téléphone. Et je l'ai fait. Contacter des gens à New York et échanger pendant 2 heures, ça le fait très bien aujourd'hui, avec une très bonne qualité. Donc on estime 25 ans pour la révolution informatique. On estime à 5 ans la révolution IA. Et elle a déjà commencé. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de savoir dans 3 ans comment on travaillera avec l'IA. J'insiste bien, 1900-2000, vous voyez comment l'industrie a évolué, révolution. 2000-2025, pour l'anecdote, il y a un truc moi, qui me fait beaucoup sourire. 1992, je crois, 92-93. Alors, je suis un fan d'Arnold Schwarzenegger, j'ai regardé tous ses films. Et il y en a un qui s'appelle Total Recall. Donc, ils vont sur Mars. Ils colonisent Mars, machin, etc. Dans Total Recall, à un moment, il est en galère, il appelle des renforts, il va à une cabine téléphonique. Donc en 92, on n'a pas encore vu le téléphone portable qui arrive 10 ans après. Et 10 ans après, les cabines téléphoniques, elles ont dégagé. La vitesse à laquelle c'est allé, quoi. Pour se rendre compte de la vitesse à laquelle les choses ont évolué dans les 100 dernières années, j'étais au Air and Space Museum à Washington. Et il y a une salle, il y a une copie du biplan des Flight. Donc les premiers qui ont fait un vol plus lourd que l'air, d'une colline, etc. C'est un planeur, quoi, en fait. Et il y a cet avion-là. Et c'est en 1907, je crois, un truc comme ça. 1906-1907. Première guerre mondiale, 1914-18, il y a déjà des avions. Hein. On l'utilise déjà pour du repérage, etc. En 69, on va sur la Lune. Enfin, on va dans l'espace, etc. Et en fait, dans la salle d'à côté, parce que c'est un musée américain, il y a le nez d'un Boeing 747. Donc il y a le nez, le cockpit, l'avant, un truc énorme. Voilà, c'est un truc à l'américaine, j'adore. Et en fait, je réalise pendant que je suis là-bas que de leur vivant, les Fairwright auraient pu faire un vol commercial en Boeing 747. C'est-à-dire que ceux qui ont fait le premier vol plus lourd que l'air étaient encore vivants quand on était sur la Lune et qu'on faisait des vols avec des monstres comme un Boeing 747. La vitesse à laquelle c'est allé. Et ça s'est encore accéléré derrière. Donc j'insiste bien sur les énormes changements que ça représente. Et je vous dis quoi ? 5 ans. 5 ans. Et à mon avis, plutôt 3 maintenant. L'IA va faire partie du quotidien. Ça commence à l'être. On vous parle d'IA un peu partout. Alors on parle d'IA qui n'est pas vraiment de l'IA, quoi. Mais moi je pense que quand l'IA va commencer à rentrer vraiment dans les voitures, dans 3 ans grand max, la voiture va vous connaître, va apprendre à travailler avec vous, va connaître vos habitudes, vos schémas. C'est déjà le cas. Moi, quand j'ai une application, je ne vais pas faire une démo, mais j'ai une application dans mon ordi qui est connectée à mes emails, qui est connectée à tout. Et le matin, parfois, je dis « Fais-moi le résumé de ma journée. C'est quoi les points importants ?» Elle me dit, j'ai identifié 5 mails qui sont en retard, qui ont attendu une réponse pour aujourd'hui. Je vous ai préparé les réponses. Ils sont en brouillon. J'ai plus qu'à les corriger. Et parfois, ils me proposent des inversions de calendrier parce que je les confie dans mon agenda.
C'est extraordinaire et ça avance tous les jours. Et il y aura l'étape, moi j'attends l'étape, enfin c'est même plus que j'attends, régulièrement, quand j'ai une conférence, quand j'ai un sujet particulier et que j'ai 2 heures de voiture, bah, moi je discute avec ChatGPT. Je dis: «Bah, voilà, j'ai tel sujet que je dois travailler. Quel est ton avis? Donne-moi des informations». Alors je connais un peu les prompts et cetera, donc je le fais d'abord travailler sur le sujet. Donne-moi des informations sur le sujet, renseigne-toi sur ci, sur ça, trouve-moi des références et tout. Une fois qu'il a commencé à faire, je commence à échanger. Je vais discuter avec lui pendant, allez, pas 1 heure, parce que je me rends compte que l'IA va tellement vite que mon cerveau fatigue plus vite qu'elle.